Montaigne est un écrivain à la fois connu et inconnu. Il a son lycée et son université à Bordeaux, son avenue à Paris. Il est au programme du baccalauréat littéraire et nous avons le souvenir de formules, la tête bien faite. Nous savons qu'il a fait un éloge de l'amitié. En général, nous avons une image d'un vieux tonton, un peu ronchon, qui donne dans sa tour des leçons de morale à tout le monde. Eh bien, Montaigne, ce n'est pas du tout cela, et c'est l'objet de l'émission de le montrer. L'image de Montaigne est incertaine à travers les siècles. Au XVIIe siècle, on le présente comme le sage français. Charron écrit la sagesse qui est démarquée des essais. Les essais font partie de la bibliothèque de tout honnête homme. Les libertains philosophiques utilisent les essais dans leur critique de la religion, d'où la réaction de Pascal, le sot projet que Montaigne a eu de se peindre. Pascal connaît très bien la pensée philosophique de Montaigne, puisqu'il en discute dans son entretien avec Monsieur de Sacy, où il dit que Épictète met l'homme beaucoup trop haut et Montaigne beaucoup trop bas. Descartes essaie d'établir la vérité de la raison contre Montaigne. Malebranche, qui est catholique, dit que c'est un plaisir criminel à le lire, il est pédant et concupiscent. Ainsi, c'est autour de Montaigne que la pensée philosophique française gravite au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, Voltaire le défend contre Pascal en disant qu'il a eu le charmant projet de se peindre. Il le présente comme un précurseur des philosophes, un apôtre de la tolérance. Rousseau, lui, le considère comme un faux sincère. Il se peint ressemblant, mais de profil. Qui sait si quelque balafre à la joue ou un œil crevé n'eût pas totalement changé sa physionomie. À la Révolution, son tombeau n'est pas profané à Bordeaux, et à Paris, on envisage de faire un grand monument aux ancêtres de la Révolution. Eh bien, il fait partie de ce monument avec Solon, Caton l'Ancien. Le voilà presque devenu jacobin. Au XIXe siècle, Chateaubriand le considère comme le précurseur de l'athéisme. Michelet le haït parce qu'il est catholique contre les protestants. Au XXe siècle, Anatole France, Alain en font leur miel. Il est un modèle de tolérance et de modération. À la limite, il devient radical socialiste. Gide et Zweig le lisent attentivement. Il faut signaler que le dernier livre de Zweig avant son suicide est consacré à Montaigne. En 40-44, le voilà devenu demi-juif. On lui reproche son cosmopolitisme, son relativisme, son indifférence à la religion chrétienne. Céline le qualifie de Ben Montaigne. En somme, pendant l'occupation, il aurait peut-être porté l'étoile jaune. Dans les années 50, il devient un gibier à psychanalyste, gibier d'université, où on nous dit qu'il est peut-être bâtard, bisexuel, marane, précurseur de l'humour anglais. C'est en tout cas un philosophe qui reste à la marge, il n'a jamais été au programme de l'agrégation de philosophie, et dans les manuels de philosophie, c'est la référence qu'on lui fait est rapide. Au XXIe siècle, par ces temps d'internet, de TNT, d'iPod, d'iPad, qu'est-ce qu'un gentilhomme périgourdin du XVIe siècle a encore à nous dire? Eh bien, beaucoup de choses. Tout m'étonne, l'automne et l'hiver, tout m'étonne, le sable et la mer, tout m'étonne, les vagues au galop, un galet dans l'eau, tout m'étonne, le soleil, là dans l'eau du puits qui sommeille, ce rond où je suis tout en bas, un reflet qui danse, une odeur d'enfance, l'au-delà. Tout m'étonne, un oiseau qui passe, tout m'étonne, la terre et l'espace, tout m'étonne. Ta main dans la mienne, nos doigts qui se tiennent, tout m'étonne. Les nuages, les mots qui se changent en images, un panier d'oranges au soleil, un caillou qui brille, une feuille, une chenille,
une abeille. Tout m'étonne, l'enfant qui dessine. Tout m'étonne, l'instinct des racines. Tout m'étonne, le sang dans nos veines, l'amour et la haine. Tout m'étonne. Le soleil, là dans l'eau du puits qui sommeille. Cet instant sans bruit ni personne. Un reflet qui danse, une odeur d'enfance. Tout m'étonne, tout m'étonne. L'automne et l'hiver, tout m'étonne. Le sable et la mer, tout m'étonne. Les vagues au galop, un galet dans l'eau, tout m'étonne. Les vagues au galop, un galet dans l'eau, tout m'étonne. Montaigne est pratiquement l'auteur d'un seul livre, les Essais. Il a écrit également des lettres et puis un journal de voyage qui sont intéressants pour comprendre le personnage, mais qui n'ont aucun intérêt littéraire. Les Essais et Montaigne sont consubstantiellement liés. Montaigne a fait les Essais, mais les Essais ont fait Montaigne. Alors lorsque on prend contact avec l'œuvre, eh bien on se rend compte immédiatement des difficultés. La langue est ancienne, l'orthographe parfois fantaisiste, mais il faut prendre des éditions avec orthographe modernisée. Le style est difficile, les citations sont anciennes et les références ne nous disent plus grand-chose. Alors il y a plusieurs versions des Essais. Il y a une excellente version à la Nouvelle Librairie française, et puis il y a la version d'André Lanly chez Gallimard dans la collection Carto, qui est traduite en français moderne. Alors ça permet un accès plus facile à l'œuvre, mais le texte perd beaucoup de son caractère, de son sel. Par exemple, Montaigne écrit « La plupart de nos vacations sont farcesques », Lanly traduit « La plupart de nos activités sont comiques ». Montaigne écrit « Le monde est une branloire pérenne », Lanly traduit « Le monde est une balançoire perpétuelle ». L'idéal, ce serait d'avoir un livre avec à gauche le texte original et à droite une traduction plus ou moins moderne. En tout cas, si on veut approcher l'œuvre avant de se lancer directement dans l'œuvre, on peut lire les biographies de Madeleine Lazare et de Jean Lacouture, qui a écrit un Montaigne à cheval, et puis d'Hugo Friedrich, un livre qui classe les idées de Montaigne par thème, ce qui permet d'avancer dans sa pensée. Sur les autres auteurs, eh bien, on en apprend plus sur eux que sur Montaigne lui-même. Comme le dit Montaigne lui-même, il y a plus à faire à interpréter les interprétations qu'à interpréter les choses, et plus de livres sur les livres que sur tout autre sujet. Nous ne faisons que nous entregloser. Tout fourmille de commentaires, d'auteurs, il est grande rareté. Il était sceptique sur le devenir de son œuvre. Il écrit « J'écris mon livre pour peu d'hommes et peu d'années. Dans 50 ans, il sera incompréhensible. Il empaquetera beurre, poisson, olive. Ce sont des bavasseries, des écrivailleries, des farcissures, les excréments d'un esprit malade. » Bon, ces propos sont sans doute affectés car il apporte beaucoup de soins aux différentes éditions, et nous disposons d'un exemplaire qui s'appelle l'exemplaire de Bordeaux, où il y a énormément d'annotations pour une édition successive. Les essais sont écrits en français, ils auraient pu être écrits en latin et peut-être même en gascon, puisqu'il écrit à propos du gascon « Il y a bien au-dessus de nous, vers les montagnes, un gascon que je trouve singulièrement beau, sec, bref, expressif, et à la vérité un langage mâle et militaire plus qu'autre que j'entende. Autant nerveux, puissant, précis que le français est gracieux, délicat et prolixe. » Alors quand on prend une table des matières des essais, on est frappé par la variété des thèmes. C'est surtout sur la jeunesse, sur la vieillesse, sur les sorcières, etc., etc. Et puis en plus on a un problème, c'est que les titres des essais sont différents du contenu. Par exemple, le texte sur les coches est en fait un texte sur la colonisation.
Le texte Coutume de l'île de Céa est un essai sur le suicide et Sur des vers de Virgile est un essai sur la sexualité et la vieillesse. Alors, un petit conseil, par où commencer? Plutôt commencer par le livre 3, en particulier le texte Sur des vers de Virgile. Le livre 1 et 2 sentent trop l'étranger, c'est lui-même qui le dit. En tout cas, l'avis au lecteur est clair. Il n'est pas raisonnable que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain. Écoutons l'avis au lecteur lu par Michel Piccoli. Avis au lecteur. C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit dès l'entrée que je ne m'y suis proposé aucune fin sinon domestique et privée. Je n'y ai eu nulle considération de ton service ni de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Je l'ai voué au profit de mes parents et amis, afin que, m'ayant perdu, ce qu'ils ont à faire bientôt, ils y puissent retrouver quelques traits de mes conditions et de mes humeurs, et que par ce moyen ils nourrissent plus entière et plus vive la connaissance qu'ils ont eue de moi. Si c'eût été pour rechercher la faveur du monde, je me fusse paré de beautés empruntées. Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans étude ni artifice, car c'est moi que je peins. Mes défauts s'y liront au vif, mes imperfections et ma nature spontanée autant que le respect du public me l'a permis. Que si j'eusse été parmi ces nations qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des premières lois de la nature, je t'assure que je m'y serais très volontiers peint tout entier et tout nu. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Ce n'est pas raisonnable que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain. Adieu, donc. Montaigne, ce 1er mars 1580. Avant d'étudier l'œuvre, parlons de la vie de Montaigne. Il est né en 1533, il est fils de Pierre Esquem et d'Antoinette de Loupe. Il écrit dans son essai sur les monstres qu'il a été porté par sa mère pendant 11 mois. Voilà. Alors certains auteurs se demandaient s'il n'était pas bâtard, c'est-à-dire que le papa n'était peut-être pas là 9 mois avant sa naissance. Sa famille sont des commerçants bordelais qui ont fait fortune dans le poisson salé. Et c'est son arrière-grand-père qui a acquis le domaine de Montaigne. Le père a fait les guerres d'Italie, son père admire beaucoup Erasme, et pour Michel de Montaigne, son père est un être extraordinaire. Il est à la fois admiratif et complexé. Le père, la vérité, le considère plutôt comme un fruit sec. La preuve, c'est qu'en 1560, il fait un testament et il attribue les biens, non pas à Michel, mais à sa mère. Donc c'est le signe d'une méfiance du père vis-à-vis des capacités de gestion du domaine par son fils. En 1566, il fait quand même un nouveau testament. Il attribue les biens à Michel, mais avec des règles très précises quant à la cohabitation avec sa mère. En 1568, il meurt. Son fils Michel est très atteint, mais il est sans doute en même temps, il a sans doute un sentiment en même temps de libération. La mère, qui est décédée en 1601, 9 ans après son fils,
est d'origine aragonaise. Sa famille s'appelait probablement Lopez, commerçant à Saragosse. C'était des juifs convertis et peut-être même des maranes, c'est-à-dire des juifs qui avaient continué à pratiquer secrètement la religion juive. Le grand-père de la mère de Montaigne a été condamné par l'Inquisition au bûcher en 1491 à Saragosse. Alors, il y a une thèse défendue par Sophie Jamin, qui a écrit l'histoire juive de Montaigne, selon laquelle Montaigne aurait eu connaissance de ce fait. On peut penser que son origine juive aurait peut-être influencé sa pensée sur les religions, en particulier son relativisme et son point de vue sur la liberté de conscience. Il faut signaler que Edgar Morin le qualifie, comme Marx et Freud, de néo-marane. Alors, qu'est-ce que Montaigne a dit de son rapport avec le judaïsme ? Eh bien, dans les essais ou dans son journal de voyage, il n'exprime pas de sympathie particulière pour le judaïsme. Les rapports avec sa mère étaient épouvantables et il en parle très très peu dans les essais. Et ce que nous en savons, ce sont surtout ce qu'on a eu chez les notaires. Il a eu 4 frères et 3 sœurs dont il ne parle pratiquement pas dans ses essais. En 1533-35, il est placé en nourrice chez des bûcherons. Il écrit dans les essais « La conduite et les propos des paysans, je les trouve ordinairement plus conformes à la prescription de la véritable philosophie que ne sont ceux de nos philosophes. » En 1535-39, il est confié à un pédagogue allemand qui applique les principes de l'éducation selon Erasme. On lui parle latin, et le latin est donc sa langue maternelle. D'une certaine façon, la plus grande réussite d'Erasme, eh bien, c'est Montaigne. En 1539-46, il est élève au collège de Guyenne et il a un très mauvais souvenir, sauf la lecture d'Ovide, grâce au laxisme d'un professeur qu'il a vu lire, mais qui ne l'a pas sanctionné. Il fait du théâtre, les pièces de Plaute, de Terence et des auteurs italiens. En 1547, c'est la mort de François Ier, Henri II devient roi de France. En 1548, il y a des émeutes à Bordeaux contre la Gabelle, il y a une répression épouvantable par les troupes royales, et Montaigne assiste aux événements. En 1549, il fait son droit, probablement à Paris, peut-être à Toulouse. Il fréquente, en tout cas à Paris, les milieux artistiques et politiques et il a une vie plutôt licencieuse. Dans un des essais à propos de sa moustache et à propos des odeurs, il dit « Les étroits baisers de la jeunesse, savoureux, gloutons et gluants, s'y collaient autrefois et s'y tenaient plusieurs heures après. » En 1554, il devient conseiller à la cour des aides de Périgueux. En 1588, c'est le début de l'amitié avec la Boétie. Amitié qui se terminera par la mort de la Boétie en 1563. Déjà le temps arrive où l'on commence à se poser des questions sur la rive sur laquelle on doit s'échouer. Est-ce que c'est une plage? Est-ce qu'il y a des rochers? Dès qu'on sort de la cage, est-on de nouveau prisonnier? Est-ce qu'il y a des anges qui virevoltent dans l'azur? Un homme à barbe blanche, une clé d'or à la ceinture, comme une odeur de soufre qui s'échappe d'un cratère, des diables qui vous poussent avec leurs fourches en enfer. On passe tout son temps à se l'imaginer. Ce ne sera ni plus ni moins que l'idée qu'on s'en fait. Pour autant que la vie soit une réalité, comme on fait sa mort, on se couche pour l'éternité. Tu ne croyais en rien et rien n'est arrivé. Tu t'attendais à tout et tu l'as rencontré. Pour autant que la mort soit une réalité, ce ne sera ni plus ni moins que l'idée qu'on s'en fait.
Y en a pour tous les goûts, y en a pour toutes les chapelles. Depuis que le monde est monde, on compte les dieux à l'appel. Chacun a ses enfants, l'un après l'autre, il les appelle. C'est bête que la vie soit finie et la mort éternelle. Bien sûr, y a les élus qui vont retrouver ceux qu'ils aiment, et ceux qui sont punis et qui seront privés d'Éden. Et puis les imbéciles qui se sont trompés de Dieu, ils ont vécu pour rien, et c'est tant pis pour eux. On passe tout son temps à se l'imaginer. Ce ne sera ni plus ni moins que l'idée qu'on s'en fait. Pour autant que la vie soit une réalité, comme on fait sa mort, on se couche pour l'éternité. Tu ne croyais en rien et rien n'est arrivé. Tu t'attendais à tout et tu l'as rencontré. Pour autant que la mort soit une réalité, ce ne sera ni plus ni moins que l'idée qu'on s'en fait. Lorsqu'il le connaît, la Boétie, à 25 ans, il a écrit son discours sur la servitude volontaire. Selon Montaigne, il était intelligent, vertueux, courageux et particulièrement laid. Il a eu beaucoup d'influence sur Montaigne, il a peut-être remis dans le droit chemin, comme on peut dire, et en tout cas, sa mort stoïcienne a fortement impressionné Montaigne. Les essais devaient être monuments à la Boétie, et devaient donc les essais encadrer le texte du discours sur la servitude volontaire. Eh bien, ce n'est pas ce qui s'est passé. Le texte n'a pas été inclus dans les essais. Alors les arguments de Montaigne étaient que c'était une œuvre de jeunesse et que c'était une œuvre qui avait été, d'une certaine façon, récupérée par les protestants. La vérité probable, c'est qu'il était en désaccord avec les thèses du discours. Alors, dans un deuxième temps, il se propose d'inclure des sonnets de la Boétie au centre des essais. C'est le cas dans les premières éditions, mais pas dans les éditions suivantes. Alors évidemment, on se pose la question des rapports entre Montaigne et la Boétie. Y a-t-il eu des rapports, c'est la question qu'on se pose au XXe siècle, des rapports de nature homosexuelle? Alors évidemment, à son époque, c'était impossible de l'avouer, si c'était le cas. A-t-il été initié au collège par un des professeurs qui s'appelait Muret, qui avait été déplacé pour mauvaise réputation? Lorsqu'il parle de la mort de la Boétie et que la Boétie lui a légué sa bibliothèque, il parle d'amoureuse offrande, il dit qu'il y avait une divine liaison jusqu'au fond des entrailles, et il dit même que les corps eurent part à l'alliance. Il dit de la licence grecque, c'est-à-dire de l'homosexualité. La licence grecque qui ne suppose pas l'égalité entre l'amant et l'aimé ne répond pas à la parfaite union, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait égalité, c'était une parfaite union. En tout cas, après la mort de la Boétie, Montaigne écrira « La vie n'est que fumée, qu'une nuit obscure et ennuyeuse, il me semble n'être plus qu'à demi ». Alors, cette amitié, est-ce que c'est une véritable amitié ou est-ce que c'est une reconstruction un peu à l'antique? En tout cas, les essais sont une poursuite du dialogue avec la Boétie. En 1559, Charles IX devient roi et Catherine de Médicis régente. 1562, c'est le début des guerres de religion. Et il prononce une profession de foi catholique devant le Parlement de Paris. En 1565, il se marie avec Françoise de la Chassaigne et il dit « Le mariage en m'y mena et j'y fus porté par des causes qui m'étaient étrangères. » Il a eu 6 filles, dont une seule lui survivra, Léonore, et lui donnera 2 petites filles. Alors ce mariage a-t-il été heureux? On ne le sait pas. Il a écrit une lettre de déploration à sa femme pour la mort d'une fille, mais c'était quelque chose d'habituel, c'était sur le modèle de Plutarque. Il a eu un accident de cheval qu'il décrit dans les essais, et avant de s'évanouir, il pense qu'il faut donner un cheval à son épouse, ce qui part d'un bon sentiment. On connaît aussi l'épisode de la chaîne en or. À la mort d'un frère cadet, Arnaud, Montaigne retrouva dans un coffre de sa femme une chaîne donnée
par sa mère à Arnaud. Cette chaîne fut rendue par procès à la mère. Alors, question, comment se fait-il que Madame Michel de Montaigne avait eu un cadeau de son jeune beau-frère? Est-ce qu'elle avait été sensible au charme? Alors Montaigne, dans les essais, excuse l'infidélité masculine, mais aussi féminine, en notant que si les hommes commettent des infidélités, il faut qu'ils trouvent aussi quelques femmes infidèles. À sa mort, sa femme lui fera un gisant qui est au musée d'Aquitaine. Il est représenté en chevalier avec des armures, un homme des armoiries, ce qui a dû le rendre très content parce qu'il était quelque peu vaniteux. Il se vantait d'être gentilhomme de la chambre du roi, il avait des armoiries. Il avait surtout abandonné son patronyme Eikem et lorsqu'il avait eu une audience avec le pape, lorsque son voyage à Rome, il note que le pape, lorsqu'il baisait sa pantoufle, la mule, le pape avait relevé légèrement la pantoufle pour l'éviter de trop s'incliner, ce qui était un signe donc de reconnaissance par le pape. Sa femme est morte en 1627. En 1571, il se retire dans sa tour, mais ce n'est pas une véritable retraite, et il aménage sa tour en 3 étages. Et puis, il inscrit sur les poutres des formules stoïciennes et épicuriennes que l'on peut lire toujours lorsqu'on visite le château de Montaigne. En 1572, c'est la Saint-Barthélemy. En 1580, la publication des essais en 2 livres, et puis il fait un voyage en Europe de 18 mois. En 1581, le roi exige qu'il soit maire de Bordeaux. En 1584, il rencontre Henri de Navarre à Montaigne. En 1585, c'est la peste. Il est obligé de quitter son château. En 1588, c'est la nouvelle édition des essais avec le livre 3. Il rencontre mademoiselle de Gournay, qui a 22 ans. Il la qualifie de fille d'alliance. Elle est légataire de l'œuvre, elle défend l'œuvre au XVIIe siècle. On s'est beaucoup moqué d'elle au XVIIe siècle. Le nouveau dictionnaire historique du XVIIe la présente comme orgueilleuse, laide, acariâtre, débauchée, pucelle de 55 ans. On ne sait pas comment elle pouvait être à la fois débauchée et pucelle. Elle a écrit l'égalité des hommes et des femmes. Le grief des dames, c'était donc une féministe avant l'heure. Elle meurt en 1645 à 79 ans. En 1589, Henri IV devient roi de France. En 1592, Montaigne meurt à l'âge de 59 ans. En 1682, nous verrons, les essais sont mis à l'index. Il faut signaler que Pie XII, en 1949, canonisa une des nièces de Montaigne, qui avait été fondatrice d'une congrégation de religieuses. Et par la même occasion, il en félicita son oncle, en demandant par la même occasion que les essais soient retirés de l'index. Donc, depuis 1949, à ma connaissance, les essais ne sont plus à l'index. En 1774, on a retrouvé, dans un coffre à Montaigne, un texte qu'on a édité sous le titre « Journal de voyage ». Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à un des tas de gens ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes 2 mains éblouies, les 2 jolis petits seins de mon ami. Je dis rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu l'espace qui passe entre la jet set, les faces, les palaces et puis les techniciens de surface. D'autres espèrent dans les clochers et les monastères voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet voir les gens des sectes, et il a dit:
ça nettoie les gens. Il a joué jeux interdits pour des amis endormis, la nostalgie. Et il a dit: ah, la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis: rien, 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 rien ne vaut la vie. Rien, 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 rien ne vaut la vie. Rien, 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 rien ne vaut la vie. Après la vie de Montaigne, mais parlons de son moi. Les essais, c'est un livre sur le moi de Montaigne, mais la vérité, il y a beaucoup des aspects de la vie de Montaigne que nous ne connaissons pas. En particulier, il ne parle pas de ses rapports familiaux, de ses études ou de ses activités politiques. Vis-à-vis de la Saint-Barthélemy, par exemple, il n'y a aucune allusion directe dans les essais, et dans son almanach à noter, qu'on appelle le Better, la page qui concerne les événements a été arrachée. Voilà, est-ce que c'est lui qui les a arrachés ou sa famille? En tout cas, lorsque il visite le pape à Rome, il n'y fait aucune allusion, alors que le pape avait fait lire un Tédéum suite au massacre. Il a fait l'éloge de Monsieur de Pibrac, lorsque Monsieur de Pibrac décéda, et Monsieur de Pibrac avait approuvé la Saint-Barthélemy. Alors sur le plan physique, il se décrit lui-même comme étant tout petit. Il dit qu'à pied, je me crotte jusqu'aux fesses. Il est poilu et chauve. Psychologiquement, je crois qu'on peut le qualifier de raté. Il écrit: un jour, on me demandait à quoi j'eusse pensé être bon si on s'était avisé de se servir de moi pendant que j'en avais l'âge. Réponse: à rien, fis-je. D'adresse et de disposition, je n'en ai point eu. De la musique, ni pour la voix, ni pour les instruments, on ne m'a jamais su rien apprendre. À la danse, à la pomme, à la lutte, je n'ai pu acquérir qu'une forte légère capacité. À nager, à escrimer, à sauter et à voltiger, nul du tout. Les mains, je les ai si gourdes que je ne sais pas écrire seulement pour moi. De façon que ce que j'ai barbouillé, j'aime mieux le refaire que de me donner la peine de le démêler. Et ne lis guère mieux. Je me sens peser aux écoutants, je ne sais pas correctement clore une lettre, ni ne suis jamais taillé plume, ni découpé à table, ni équiper un cheval de son harnais, ni porter convenablement un oiseau et le lâcher, ni parler aux chiens, aux oiseaux et aux chevaux. Il ne se reconnaît qu'une seule qualité, celle d'être un grand cavalier. Alors les essais ne sont pas un journal intime, mais pourtant on en apprend beaucoup sur Montaigne, en particulier sur ses problèmes sexuels. Puisqu'il se plaint de son petit sexe, il écrit: la nature m'a traité de façon inique et incivile. Et il cite Ovide: si ma mantule n'est pas assez longue, si elle n'est pas bien grosse, assurément les matrones le savent bien, qui voient d'un mauvais œil une courte mantule. Il fait allusion aussi à ses problèmes d'éjaculation précoce. Je ne sais qui, anciennement, désirait le col allongé comme le col d'une grue pour goûter plus longtemps ce qu'il avalait. Ce souhait est mieux à propos en cette volupté précipiteuse, surtout chez telle nature comme est la mienne, qui est le défaut de la soudaineté. Il fait allusion aussi à ces moments d'impuissance, et par là s'engendre parfois la défaillance fortuite qui surprend les amoureux, accident qui ne m'est pas inconnu. Pascal dira: le sot projet que Montaigne a eu de se peindre. De dire des sottises par hasard et par faiblesse, c'est un mal ordinaire, mais d'en dire à dessein, c'est ce qui n'est pas supportable. Voltaire répondra: le charmant projet que Montaigne a eu de se peindre naïvement, comme il l'a fait, car il a peint la nature humaine, et le pauvre projet de Malebranche et de Pascal de décrier Montaigne. Crier, pleurer et naître, aimer, donner, sourire, apprendre
grandir, changer, renier, subir, jouer, sembler, paraître, vouloir, avoir et jouir, tricher, ruser, se fuir, tomber, saigner, rougir, douter, chercher, se taire, attendre, entendre, s'ouvrir. Aimer, donner, sourire, renaître, connaître, mourir, crier, pleurer et naître, aimer, donner, sourire. Voyons ce que Montaigne a dit de l'amour. Alors à propos du mariage, il dit que le mariage est tout à fait différent de l'amour. Voilà ce qu'il dit du mariage. Il en advienne ce que l'on voit aux cages. Les oiseaux qui en sortent hors désespèrent d'y entrer, et d'un pareil souci en sortir ceux qui sont dedans. Socrate, à qui l'on demandait ce qui était le plus commode, prendre ou ne pas prendre de femme, dit lequel des deux on fasse, on s'en repartira. Il considère que le mariage est une espèce d'inceste, puisqu'il écrit aussi, est-ce une espèce d'inceste d'aller employer à ce parentage vénérable et sacré les efforts et les extravagances de la licence amoureuse. Il faut, dit Aristote, toucher sa femme prudemment, de peur qu'en la chatouillant trop lascivement, le plaisir la fasse sortir des gonds de la raison. Un plaisir excessivement chaud, voluptueux et assidu altère la semence et empêche la conception. Et il dira que le mariage le plus assorti est celui où le mari est sourd et la femme aveugle. Quant à l'amour, il le définit comme étant le plaisir de décharger les vases. La chaleur naturelle se prend premièrement aux pieds, celle-là touche l'enfance. De là, elle monte à la moyenne région, où elle se plante longtemps et y produit, selon moi, les seuls vrais plaisirs de la vie corporelle. Les autres voluptés dorment en comparaison. Sur la fin, à la mode d'une vapeur qui va montant et s'exhalant, elle arrive au gosier où elle fait sa dernière pause. Les dieux, dit Platon, nous ont fourni d'un membre désobéissant et tyrannique qui, comme un animal furieux, entreprend par la violence de son appétit soumettre tout à soi. De même aux femmes, un animal glouton. À propos du sexe masculin, il écrit « On a raison de remarquer l'indocile liberté de ce membre, qui s'ingérant si importunément dans notre vie lorsque nous n'en avons que faire, et si importunément défaillant lorsque nous en avons le plus à faire à lui, et qui conteste si impérieusement l'autorité de notre volonté, refusant avec tant de fierté et d'obstination nos sollicitations mentales et manuelles. » Alors, du point de vue amoureux, ces expériences étaient variées, jamais homme n'eut ces approches plus impertinemment génitales. Il dit qu'ici, échaudé dans son adolescence, et y subit toutes les fièvres, et qu'il trouvait plus aisé de porter une cuirasse qu'un pucelage. Les essais sont d'une certaine façon manuels du savoir-aimer. Qui me demanderait quelle est la première chose en amour, je répondrai que c'est savoir prendre le temps, la seconde de même, et encore la tierce. Apprenons aux dames à se faire valoir, à s'estimer, à nous amuser et à nous piper. Je loue la gradation et la longueur à la dispensation de leur faveur. En tout cas, dans l'amour, il pense qu'il doit être partagé.
Je dis qu'on aime un corps sans âme ou sans sentiment quand on aime un corps sans son consentement et sans son désir. L'amour est un commerce qui a besoin de conditions et de réciprocité. Eros ne peut pas aller sans Cupidon. Et il est contre le viol, des violences qui se font à la conscience. La plus à éviter, à mon avis, c'est celle qui se fait à la chasteté des femmes. En tout cas, il est émerveillé par la connaissance de l'amour par les femmes. C'est une connaissance qui naît dans leurs veines, que ces bons maîtres d'école, nature, jeunesse et santé leur soufflent continuellement dans l'âme. Alors il cite Platon, probablement de façon humoristique, en disant que Platon expliquait le fait que les femmes connaissaient aussi bien les choses de l'amour parce qu'elles avaient été garçons débauchés dans une vie antérieure. Enfin, sur le plan social, il pense que les hommes et les femmes sont profondément égaux. Les femmes n'ont pas tort quand elles refusent les règles de vie qui sont introduites au monde, parce que ce sont les hommes qui les ont faites sans elles. Je dis que les mâles et les femelles sont jetés en même moule, sauf l'éducation et l'usage, la différence n'est pas grande. Et lorsque les hommes critiquent les femmes, il écrit « Le tisonnier se moque de la poêle ». Ils sont tous les deux aussi noirs l'un que l'autre. J'aimerais croiser ton chemin, prendre tout simplement ta main et t'emmener au bout du monde. À pied, à cheval, en bateau, comme dans les romans photos, où l'amour naît à la seconde. Il n'y a pas, il n'y aura jamais de temps futur au verbe aimer. Chaque instant est toute une vie. Demain est un autre aujourd'hui. Je ne connais pas ton prénom, je ne sais pas si oui ou non tu attendais cette rencontre que le hasard a décidé d'un coup de tête, d'un coup de dé, sans peser le pour et le contre. Il n'y a pas, il n'y aura jamais de temps futur au verbe aimer. Chaque instant est toute une vie. Demain est un autre aujourd'hui. Il n'y aura ni nuit ni jour, ni de jamais, ni de toujours. Ce sera l'aube en permanence d'une nuit qui tarde à finir, d'un jour qui ne veut pas venir et qui prolonge ta présence. Il n'y a pas, il n'y aura jamais de temps futur au verbe aimer. Chaque instant est toute une vie. Demain est un autre aujourd'hui. Il n'y a pas, il n'y aura jamais de temps futur au verbe aimer. Chaque instant est toute une vie. Demain est un autre aujourd'hui. Quels ont été les rapports de Montaigne à la politique? Eh bien, il a été maire de Bordeaux 2 fois, et d'après les témoignages, il a été un bon maire. En tout cas, il a pris la décision de construire le phare de Cordouan. Il a été chargé de plusieurs missions entre Henri III, Henri de Navarre et Henri de Guise. Il a même négocié avec l'Espagne et l'Angleterre. Il était légitimiste puisqu'il soutenait Henri IV et il faisait partie, ce qu'on qualifiait de politique, c'est-à-dire des hommes favorables à un compromis entre catholiques et protestants, suivant la ligne de Michel de l'Hôpital. En tout cas, il a incité Henri de Navarre à se convertir. Sur le plan général, sur la politique, il dira que le bien public requiert qu'on trahisse et qu'on mente et qu'on massacre. Laissons cette charge à des gens plus obéissants et plus souples. Il ne croyait pas à la démocratie,
populaire, il écrit « Démétrius disait de façon amusante en parlant de la voix du peuple qu'il ne faisait pas plus de cas de celle qui sortait par le haut, de celle qui lui sortait par le bas. Il était profondément conservateur. Je suis dégoûté de la nouveauté, quelque visage qu'elle porte, et ai raison, car j'en ai vu des effets très dommageables. Le législateur des Turiens, qui était un peuple grec, ordonna que quiconque voudrait ou abolir une des vieilles lois ou en établir une nouvelle, se présenterait au peuple la corde au cou, afin que si la nouveauté n'était pas approuvée de chacun, il fût étranglé sur le champ. Et il va encore plus loin en disant que ceux qui ont essayé de réformer les mœurs des hommes de mon temps, par les opinions nouvelles, réforment les vices de l'apparence. Ceux de l'essence, il les laisse comme ils sont, s'il ne les augmente pas. Le monde est inepte à se guérir. Quant aux utopies politiques, il dit toutes ces descriptions de société imaginées par art se trouvent ridicules et impossibles à mettre en pratique. Mais en même temps, il est favorable à une société égalitaire. Il écrit « Les sociétés où il se trouve de moins d'inégalités entre les valets et les maîtres me semblent les plus équitables. Il s'en faut de peu, dit-il, que je n'entre en haine irréconciliable contre toute domination populaire, quoiqu'elle me semble la plus naturelle et la plus équitable. En tout cas, les essais prennent position contre la torture, la peine de mort, le colonialisme, la limitation de la liberté de conscience. Et ses conclusions vis-à-vis des princes qui nous gouvernent. Les princes me donnent beaucoup s'ils ne m'enlèvent rien, et ils me font assez de bien quand ils ne me font pas de mal. De leur part, c'est tout ce que je leur demande. Et au plus haut trône du monde, nous ne sommes pourtant assis que sur notre cul. Parlons maintenant du rapport de Montaigne à la religion, à la philosophie et à la morale. Alors sur le plan religieux, il affirme son catholicisme. Examinons maintenant les rapports de Montaigne à la religion, à la philosophie et à la morale. Alors sur le plan religieux, il s'est toujours déclaré catholique. Il écrit « Je tiens pour exécrable s'il se trouve chose dite par moi contre les saintes prescriptions de l'Église catholique, apostolique et romaine, en laquelle je meurs, en laquelle je suis né. » Il a affirmé sa foi catholique devant le Parlement de Paris, il a demandé une audience au pape, il a déposé un ex-voto à Notre-Dame de la Salette, il assiste à la messe, il a aménagé sa tour avec une chapelle et, d'après les témoins, il a eu une mort chrétienne. Alors, et dans le conflit protestant-catholique, il a pris parti pour les catholiques. Quelle est la réalité de cette foi? Alors, est-ce que c'est un catholicisme par conformisme, par hypocrisie? Il écrit « Le sage doit au-dedans retirer son âme de la foule et la tenir en liberté et puissance de juger librement les choses. Mais quant au dehors, il doit suivre entièrement les façons et les formes reçues. » Est-ce qu'il a caché la vérité, sa vérité philosophique et religieuse par souci de sécurité? Un des professeurs de la Boétie, Anne Dubourg, avait été brûlé à Paris. En tout cas, même s'il se déclare catholique, les catholiques sont méfiants à son égard, puisqu'au XVIIe siècle, Malebranche dit que c'est un plaisir criminel à le lire. En 1782, il est mis à l'index sur la demande les essais sont mis à l'index sur la demande de Bossuet. Alors bon, qu'en est-il du christianisme de Montaigne? Alors il faut signaler d'abord une indifférence totale aux différences doctrinales entre catholiques et protestants. Il considère que les guerres de religion ont eu lieu à cause d'une syllabe, hoc est corpus meum, ce qui posait le débat de la présence réelle du corps du Christ dans l'hostie. Lorsqu'il va à Rome, il dépose les essais au Saint-Office, et le Saint-Office lui fait un certain nombre de reproches, utiliser le mot fortune plutôt que providence, faire l'éloge des poètes hérétiques, Buchanan et Théodore de Bèze, avoir excusé Julien l'Apostat, avoir déclaré que la prière exigeait que celui qui prie n'ait aucune vicieuse inclination, estimer cruauté ce qui est au-delà de la mort simple, critique de la torture, avoir dit qu'un homme devait être élevé à tout faire. Voilà les reproches du Saint-Office. Dans les éditions successives, Montaigne ne corrigera rien. Alors, dans les essais, il n'y a aucune référence à la Bible, si ce n'est à l'Ecclésiaste, qui est un texte marginal de la Bible. Il n'y a aucune référence au Christ, aucune référence au message du Christ, aux paraboles, aux miracles. Aucune référence aux vertus chrétiennes, la charité, la foi, l'espérance, l'amour des autres.
Aucune notion de péché, une morale sexuelle qui est tout à fait épicurienne. Il fait l'éloge du suicide de Julien Laposta dans son essai sur la liberté de conscience. Sur la question de l'immortalité de l'âme, il n'affirme en rien les vérités chrétiennes, la résurrection, le jugement dernier. Il présente toutes les thèses philosophiques sur la question, la résurrection, la métampsychose, l'anéantissement, en disant que sur l'immortalité, ce sont là des songes d'un homme qui désire mais ne démontre rien. À propos de l'immortalité, il dit que les claires convictions de l'immortalité de notre esprit, il est étonnant de voir comment les philosophes se sont trouvés incapables et impuissants à l'établir par les forces humaines. Il évoque les idées épicuriennes. La nature nous a donné une idée de la mort en nous donnant le sommeil, qui est une préfiguration de la mort. Et le mort est le passage du mal-être au non-être. Donc, sur ces questions, on peut qualifier sa position de fidéiste. La vérité ne peut être atteinte que si Dieu nous prête extraordinairement la main. Ainsi, l'adhésion à une religion est pour lui d'abord sociale. Il écrit « Nous sommes chrétiens au même titre que nous sommes allemands ou périgourdins ». En tout cas, à la fin des essais, on peut lire une invocation à Apollon d'Horace. « Jouir des biens que j'ai acquis, avoir une santé robuste, ô Apollon, accorde-le-moi, et je t'en prie que mes facultés intellectuelles restent intactes. Accorde-moi une vieillesse qui ne soit pas déshonorante et qui puisse encore toucher la lyre. Rien n'est moins chrétien. » Et il me semble que, pour résumer, le mieux c'est de lire André Mauroy, qui dit « Montaigne ne nie pas Dieu, loin de là, mais il installe sur un trône, magnifiquement isolé, et vit comme si Dieu n'existait pas. » Pour un homme comme Montaigne, ni saint Augustin, ni saint Thomas ne sont des maîtres à penser. Ces références sont toutes pré-chrétiennes, grecques et latines. De nom et de baptême, il est chrétien. Il va à la messe pour suivre la coutume, mais le christianisme ne joue aucun rôle dans sa vie intérieure. Parlons maintenant de sa philosophie. Dans les manuels d'histoire de la philosophie, il est souvent expédié en 2 lignes. Il est considéré comme littéraire et il a peu de prestige dans le cursus universitaire de philosophie, ce qui ne doit pas le désoler puisqu'il avait dit « Je ne suis pas philosophe ». Il est d'abord sceptique. Vaut-il pas mieux demeurer en suspens que de s'embrouiller en temps d'erreur que l'humaine imagination a produite? Vaut-il pas mieux suspendre sa persuasion que de se mêler de divisions séditieuses et querelleuses? J'aime ces mots qui amollissent et modèrent la témérité de nos propositions, peut-être, en quelque sorte, quelque, on dit, je pense, est semblable. L'étonnement est fondement de toute philosophie, la recherche et son déroulement, l'ignorance, le bout. Il considère qu'il y a 2 types d'ignorance. Il peut se dire qu'il y a ignorance élémentaire qui précède la connaissance, une autre doctorale qui vient après la connaissance. Rien n'est certain que l'incertitude et rien n'est plus misérable ni plus fier que l'homme. Est-il sûr de lui, résolu, dédaigneux, contemplatif, grave et sérieux comme l'âne? Notre propre et particulière condition est autant ridicule que risible. Il considère que la philosophie est une poésie sophistiquée et il dit de Platon que c'est un poète décousu. Mais sur le plan de la morale, il n'est pas sceptique, pas nihiliste, il est contre la violence. Combien de fois m'a-t-il pris envie, passant par nos rues, de faire une comédie pour venger des garçonnets que je voyais écorchés, assommés et meurtrir par quelques pères ou mères furieux et forcenés de colère. Les violences qui se font à la conscience la plus à éviter, à mon avis, c'est celle qui se fait à la chasteté des femmes. Il est contre la cruauté et fait preuve même de compassion pour les animaux. Il y a pourtant un certain égard qui nous attache et un général devoir d'humanité, non aux bêtes seulement qui ont vie et sentiments, mais aux arbres même et aux plantes. Il est contre le mensonge. Le premier trait de la corruption des mœurs, c'est le bannissement de la vérité. Il est pour l'universalisme. Je considère tous les hommes comme mes compatriotes et j'embrasse un Polonais comme un Français en faisant passer ces liens nationaux après les liens universels et communs à tous les hommes. Il est pour la liberté, il fit le commandement et l'obligation, la contrainte. Il fait preuve de tolérance, je n'ai point cette erreur commune de juger d'un autre selon ce que je suis. Pour me sentir engagé dans une manière d'être, je n'y oblige pas le monde comme chacun fait, et qu'on soit 1000 contraires, façon de vie et au rebours du commun, reçoit plus facilement la différence que la ressemblance en nous. Il est pour la modération, même en matière de sagesse,
La sagesse a ses excès et n'a pas moins besoin de modération que la folie. La vaillance a ses limites comme les autres vertus, lesquelles franchies, on se trouve dans le train du vice. À propos de la sagesse, il cite la courtisane Laïs qui disait « À propos des philosophes, je ne sais pas quel livre ils lisent, quelle sagesse, quelle philosophie ils ont, mais ces gens-là frappent aussi souvent à ma porte que certains autres. » Il demande donc une sagesse humaine qu'il trouve auprès de Socrate. C'est lui, Socrate, qui ramena du ciel où elle perdait son temps la sagesse humaine pour la rendre à l'homme près duquel est sa tâche la plus normale, la plus laborieuse et la plus utile aussi. Et il fait preuve d'admiration pour Socrate qui ne refusait ni à jouer aux billes ni à courir avec les enfants sur un cheval de bois. Et comparant Démocrite qui riait tout le temps et Héraclite qui pleurait tout le temps, il prend parti pour Démocrite. En conclusion, par les temps tragiques qu'il a connus, les guerres, la crise politique, les pestes, des problèmes personnels, la maladie et la vieillesse, il a fait preuve jusqu'à la fin de sa vie de curiosité, d'émerveillement et d'amour de la vie. Pour moi donc, j'aime la vie et la cultive telle qu'il a plu à Dieu de nous l'octroyer. Cueillons les plaisirs de l'existence, nous n'avons à nous que le temps d'une vie. Un jour, tu ne seras que cendre, ombre et 20 mots. Texte de Perse. Il nous faut retenir avec nos dents et nos griffes l'usage des plaisirs de la vie que les ans nous arrachent des poings, les uns après les autres. Un collectionneur avait réussi en 35 ans à reconstituer la librairie de Montaigne. Dans un numéro de Télérama, il dit « Je me suis réveillé un matin perturbé par le souvenir d'un cauchemar qui m'avait agité toute la nuit, et brusquement soulagé, j'ai dit à ma femme « J'ai fait un rêve horrible, j'ai rêvé que Montaigne était mort. »